Lyon, Saint-Étienne. Eh bien, bonjour, c'est donc à moi que revient la redoutable tâche d'introduire cette journée d'études organisée dans le cadre du mois de l'engagement que célèbre l'Association des archivistes français. Alors, le terme d'engagement est fort, il peut impressionner et il est susceptible d'être interprété de différentes manières. Donc, dans ces cas-là, rien de tel que de se tourner vers les pages froides d'un dictionnaire. Donc, je suis allée voir ce que ça donnait en ligne. Donc, voici ce que livre le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales. Alors, vous le voyez, hein, en A, il y a du gage dans l'engagement. Hein, on met au clou ce qui est en sa possession pour obtenir autre chose. Il y a du contrat, qu'il s'agisse d'un emploi, d'un mariage ou de l'armée. Il y a du sentiment aussi, il y a de l'argent. Bref, un riche et un magnifique teaser, hein, pour cette journée. L'engagement lui-même, d'ailleurs, a ses archives, hein, des archives qui, comme celles de la recherche, hein, c'est peut-être un point commun, ont souvent été peu conservées ou peu collectées. Et pourtant, je prends un exemple. Ici, l'exemple d'une très belle exposition qui a eu lieu récemment au MUSEM à Marseille, avec le formidable catalogue, hein, qui l'accompagnait. Donc, le titre de l'exposition, L'épidémie n'est pas finie. Donc, c'était une exposition qui, vous le voyez, s'intéressait à la lutte contre le sida, une lutte qui a été menée essentiellement par des associations militantes, ou du moins qui a été prise en charge, initiée, parfois même pilotée par des associations militantes avec lesquelles les services publics, soignants, chercheurs ont travaillé. Et le cœur de l'exposition était constitué d'objets liés à ces associations, des objets qui ont été collectés de manière à peu près systématique à partir des années 2000, hein, et collectés par le MUSEM. Ça a été une opération. Des banderoles, des tracts, des affiches, des revues, des brochures, des objets, des vêtements. Hein. J'en ai mis un exemple, hein, c'est patchwork des noms, hein, qui ont lieu chaque année dans une ville différente avec les noms des disparus. Une collecte, donc je vous dis, qui a commencé dans les années 2000, et vous le savez, la pandémie et l'engagement dans la lutte contre cette pandémie ont commencé au début des années 80. Donc, que reste-t-il comme témoignage de la lutte associative pendant ces 20 années? Alors, il y en a, hein, des collections privées, dont certaines ont été données, mais combien d'archives, combien d'objets perdus? Parce qu'il n'y a pas eu de collecte systématique de ces témoignages. Et c'est pourtant une documentation qui, même au-delà de son contexte spécifique, constitue un objet pour l'histoire. Comme on a fait, par exemple, hein, je cite cet ouvrage, parler, hein, un certain nombre d'objets, hein, de la lutte militante, hein, la banderole, comme on a fait parler aussi, par exemple, les archives de la préfecture de police, hein, pour l'étude de ce qu'on ne voit pas, des oubliés de la grande histoire. Hein. Donc, ces objets banals de la lutte politique, hein, peuvent permettre une histoire sociale non institutionnelle qui s'intéresse aussi aux autres, aux oubliés de la grande histoire. Bon, ce détour fait, il ne sera pas question aujourd'hui des archives de l'engagement, mais de l'engagement des archivistes et des chercheurs. Donc, on l'a vu dans les définitions du dictionnaire, l'engagement tient du contrat, il implique une réciprocité. La page du mois de l'engagement sur le site de l'Association des archivistes français liste une série de thèmes. Alors, à les lire comme ça rapidement, il me semble qu'il y a deux orientations principales. D'abord, une réflexion sur le métier d'archiviste et son éthique, hein, par exemple, être neutre ou prendre position, s'engager dans l'intérêt général. Donc, c'est l'engagement pour une cause, une défense et envers un public plus ou moins précis. On y reviendra. L'autre grande orientation, me semble-t-il, c'est une promotion et une défense du métier d'archiviste, hein, promouvoir et défendre le métier, se mobiliser pour les statuts de l'archiviste, comment faire preuve de solidarité professionnelle. Hein. Ce sont peut-être les suggestions les plus nombreuses, ce qui est bien normal, puisqu'on est sur le site d'une association professionnelle. C'est l'engagement pour la défense d'une profession, de ses acteurs, de ses valeurs. Alors, parmi
tous les possibles qu'on voit représentés sur l'affiche à gauche. Donc, nous, on fait un gros plan sur l'un des publics. Hein. Donc, ce sont les archives de la recherche. Hein, et j'aime beaucoup l'affiche du mois de l'engagement où on voit aussi affirmer un certain nombre d'engagements aussi des archivistes. Hein, l'engagement militant, on le retrouve au premier plan, la volonté intégratrice, etc. Donc, nous, aujourd'hui, nous nous intéresserons aux archives de la recherche. Quel est l'engagement réciproque entre chercheurs et archivistes? Alors, c'est une question qui peut sembler, a priori, au premier abord, inutile ou redondante. Hein. Qui mieux que des chercheurs, et en particulier des chercheurs en sciences humaines et sociales, et en particulier des historiens, comme à la MOM, pour être sensibilisés aux archives? Les archives constituent la documentation sur laquelle repose le métier d'historien, et ne dit-on pas souvent que nous, les archéologues, nous étudions les archives du sol? Oui, certainement, on a bien conscience de l'importance des archives. On s'intéresse à leur statut. Hein, là aussi, il y a une dimension militante. Hein. Nous militons souvent pour la conservation ou l'accessibilité des archives, hein, qu'on pense au débat pour la déclassification de certaines archives contemporaines, hein, dans l'actualité plus ou moins récente, l'ouverture des archives de la guerre d'Algérie ou celle du génocide au Rwanda, par exemple. Bref. Nous, chercheurs, nous savons utilisateurs, hein, nous savons consommateurs d'archives. Pour citer Marc Bloch, puisqu'on est dans la salle Marc Bloch, il fallait absolument que je le cite quand même. Hein. Les historiens sont des ogres qui flairent la chair humaine, mais on pourrait ajouter que ce sont des ogres qui se nourrissent de papier, hein, que sont les archives. Nous, chercheurs, nous savons consommateurs d'archives, mais nous nous considérons beaucoup moins souvent, ou alors nous n'avons pas conscience d'être des producteurs d'archives. Et il me semble que c'est une différence très importante qui va revenir plusieurs fois lors de cette journée. Alors, il y a de la modestie, hein, dans ce manque de prise de conscience. Hein. Le chercheur s'efface derrière son sujet. Heureusement qu'on n'est pas tous comme Lord Byron, hein, qu'on voit ici mettre en scène partout les traces de son passage et à vouloir s'inscrire durablement dans le cours de l'histoire. Ces deux images que j'aime bien parce qu'on voit un traitement différentiel des marques du vandalisme selon qu'on est en Suisse, où c'est très patrimonialisé, et selon qu'on est en Grèce, où la signature est perdue parmi d'autres. Pourtant, donc, les chercheurs, consciemment ou non, participent d'un moment de la science, d'un état de l'art. Les dossiers constitués, la façon de les constituer, de les exploiter, la correspondance scientifique renseignent sur les modes de fabrication du savoir, sur les sociabilités qui nourrissent la recherche, sur les progrès et aussi sur les biais de la connaissance. Bref, ils sont eux aussi, à leur tour, matière pour l'histoire. On sait tout ce que l'historiographie a apporté à l'histoire, hein, non seulement à l'histoire de la discipline historique, hein, mais, et à celle de son enseignement aussi, c'est une dimension importante qui a été bien étudiée, mais aussi à l'histoire tout court. Alors, il y a des exceptions, bien sûr. Certains chercheurs stars se voient patrimonialisés. Alors ici, l'exemple de la maison de Louis Pasteur à Arbois, sans doute un peu mise en scène quand même, ou encore donc, les papiers d'Albert Einstein et de son collaborateur Michele Besso, 54 feuillets de brouillon qui ont été vendus 10,2 millions d'euros par Christie's en novembre 2021. Alors, le prix était notamment justifié, hein, ça faisait partie des arguments de la vente, non seulement par l'importance de la découverte que les deux chercheurs préparent, hein, c'est la relativité, mais aussi par la rareté des documents, parce qu'Einstein ne conservait pas ses brouillons, mais visiblement Michele Besso aussi. Alors, je me tourne vers les chercheurs dans cette salle, que l'anecdote a peut-être réveillé ou émoustillé. Votre recherche est payée sur fonds publics. Votre recherche et les documents produits par votre recherche sont donc publics. Ils ne finiront pas chez Christie's. Il ne s'agit pas de nourrir de faux espoirs. Mais blague mise à part, ce que je retiens de l'anecdote, hein, c'est qu'il n'y a rien ou presque rien entre d'un côté la poubelle et de l'autre la patrimonialisation. Et je pense que c'est là que l'accompagnement, l'engagement des archivistes est primordial.
Alors, la journée parle d'engagement, je parle de prise de conscience, hein, les termes sont décidément forts, mais je crois qu'il faut prendre garde. À l'ère numérique, les archives sont plus fragiles que jamais. On hésite parfois à jeter un carnet de notes, on hésite moins à supprimer un dossier d'un simple clic. Et s'il n'est pas jeté, le dossier est facilement perdu, mal rangé ou oublié sur un support dépassé. Là encore, je me tourne vers la salle. Qui, parmi les chercheurs de ma génération, n'a pas encore quelques disquettes? Moi, j'ai tout jeté, mais je ne connaissais pas Laure Bézard à l'époque. Par ailleurs, la documentation explose. On ne prend pas le même nombre de photos numériques qu'argentiques, ça c'est très clair sur les chantiers de fouilles. On ne prépare pas de la même façon ces publications non plus, hein. On ne rédige pas de la même façon sur papier et sur ordinateur. Et là, c'est d'ailleurs un point intéressant dont je ne sais pas s'il a déjà été bien travaillé, hein. Il y a eu des études, évidemment, hein, pour travailler sur la façon de rédiger, de composer de plusieurs auteurs, hein. Je pense aux travaux qu'il y a eu sur les manuscrits de Flaubert, Proust ou Céline. A-t-on fait des études similaires avec des écrivains contemporains, hein, pour voir comment ils travaillent maintenant à l'ère numérique en écrivant directement sur ordinateur, hein? A-t-on cherché à évaluer, à mesurer, à définir l'impact de la contrainte technique sur la production de l'œuvre, hein? Ça a peut-être été déjà fait, j'en sais rien, mais si ce n'est pas le cas, je vous donne ce beau sujet. Sans existence physique, finalement, les archives de la recherche finissent par ne plus avoir d'existence tout court. Et c'est là que non seulement les archivistes, mais aussi les spécialistes de la donnée ont un rôle crucial d'accompagnement, d'aide et de conseil, hein. Et je crois que plusieurs présentations le démontreront bien aujourd'hui. Parce que le temps presse finalement, hein. Face à d'autres urgences, les archives de la recherche ont été généralement délaissées. Quand des services d'archives rattachés à des institutions de recherche sont créés, quand ils peuvent dégager du temps pour le traitement des archives de la recherche, hein, ce qui n'est pas systématique, ils se retrouvent souvent devant une masse, un passif, un arriéré, qui sont susceptibles de décourager les plus enthousiastes. En attendant le traitement, hein, combien de papiers perdus, mélangés, dispersés. Nous venons de vivre à la MOM l'expérience d'un déménagement, hein, voilà un redoutable crible pour les archives de la recherche. Par ailleurs, on l'a vu, à une époque où certains papiers ont une valeur dans tous les sens du terme, sans doute déraisonnable, les archives scientifiques passent un petit peu à la trappe du fait de leurs producteurs eux-mêmes. Et c'est là un autre problème. Qu'est-ce qui fait une archive scientifique, une archive de la recherche? Comment la définir? Je crois que c'est loin d'être simple et je pense qu'il me semble que cela doit être discuté, hein, et je vais prendre un bel exemple sur lequel travaille une équipe d'ingénieurs de la Maison de l'Orient et du laboratoire ISOMA, donc Laure Bézard, Romain Boissa et Alexandre Rabot, celui des photographies de fouilles, ou pour être plus exact, hein, celui des photographies réalisées autour de la fouille, hein, ce qu'ils appellent les photographies d'ambiance. Je suis toujours pas persuadée que ce soit le meilleur terme, mais peu importe. Donc ici, deux exemples chypriotes, hein, qui concernent la même mission archéologique, hein. L'un à gauche à Salamine dans les années 60 et l'autre à Kition l'année dernière. Alors évidemment, ce ne sont pas des images qu'on va publier dans la monographie finale, hein, de publication des fouilles. Ce sont des images qui généralement sont très rarement conservées, ou en tout cas qui sont systématiquement dissociées des vraies archives scientifiques de la fouille, et pourtant que d'informations. D'abord sur les acteurs de la fouille, de l'archéologie. Donc à gauche, hein, plusieurs personnes fort célèbres parmi les archéologues et les visiteurs qui visitent la fouille. Bon, je ne doute pas que ceux de droite deviendront aussi également célèbres. Pour l'instant, ils sont un peu moins. Sur le paysage aussi, l'état du couvert végétal, l'état de la conservation du monument, hein. On est à gauche à Salamine, un site qui s'est énormément dégradé depuis cette époque, hein. Il se trouve en zone occupée, en zone inaccessible à la recherche archéologique actuellement. Donc, ce sont des témoignages précieux, par exemple, à une époque où on s'intéresse de plus en plus au dérèglement climatique et à ses effets,
puisque l'école française d'Athènes est représentée aujourd'hui. Hein. Je vous rappelle qu'on utilise les photographies de la Grande Fouille à Délos à la fin du 19e siècle pour mesurer l'érosion de la côte et la transformation du niveau marin dans les îles égéennes. Hein. Quelque chose, évidemment, qu'on ne soupçonnait pas comme exploitation au moment où ces archives ont été collectées. Dernier point, peut-être aussi, sur les méthodes aussi, puisqu'on voit à gauche le plan tirage d'un relevé au calque, sur lequel donc, Georges Roux présente la basilique de la Campanopetra, et à droite, on voit Alexandre Rabot muni de son GPS différentiel pour le SIG. Que d'informations, et certainement beaucoup d'autres aussi auxquelles je ne pense pas. Il faut ajouter aussi que le paysage de la recherche, en particulier en sciences humaines, est très divers. Donc, je continue avec l'exemple que je connais le mieux, celui de l'archéologie française à l'étranger. Donc, certaines missions archéologiques sont rattachées à des institutions. Ce sont par exemple les écoles à Rome, à Athènes, au Caire ou à Madrid. Dans ce cas-là, le lieu de conservation des archives de la fouille est évident. C'est institutionnel. Il y a depuis plus ou moins longtemps dans ces institutions un protocole de dépôt, de conservation, de diffusion de ces archives. Mais il y a aussi des opérations archéologiques qui sont portées uniquement par un responsable de fouille, cofinancées par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et qui sont donc portées de façon nominale, individuelle par un chercheur. Certes, le chercheur est rattaché à une institution, mais c'est un peu comme si la mission lui appartenait. C'est mon cas, par exemple. Donc, on est des espèces d'auto-entrepreneurs à qui on ne demande rien à part un rapport annuel, des publications et trouver de l'argent. Donc, les archives, finalement, n'ont pas de lieu, d'institution, d'évolution particulière, et j'en connais un certain nombre qui se trouvent dans des greniers ou des garages. Je finis en revenant à mon point de départ, celui de l'engagement et en particulier de l'engagement associatif. Donc, parmi les thèmes listés sur le site de l'Association des archivistes français, il y en a un que j'ai laissé de côté, celui-ci, être archiviste, un métier, une passion, point d'interrogation. Alors, on dit souvent la même chose des archéologues, vous avez réalisé votre passion. C'est vrai, en partie. Je ne sais pas si devenir archéologue est un rêve de petite fille au même titre que devenir première ministre, mais c'est un rêve de beaucoup de petites filles et de petits garçons. Mais j'exerce un métier, une profession avec sa formation, avec ses méthodes, avec sa déontologie. Un archiviste peut être passionné, tant mieux, mais il ou elle est avant tout une professionnelle. Il faut insister sur ce point. On a besoin de professionnels, donc de formation, donc de métiers, donc de postes, d'archivistes et de spécialistes des données dans nos institutions publiques. La recherche change, les méthodes de la recherche changent et avec elles, les métiers de support et d'accompagnement à la recherche. On a de plus en plus besoin de gens qui aient des profils hybrides et donc des formations hybrides. Par exemple, un archéologue qui soit aussi spécialiste de la gestion des données. Donc, de postes et de métiers qui décrivent ces nouvelles fonctions. Comme tous les organismes qui ont une tutelle CNRS, nous venons à la MOM de mettre à jour les fiches de poste des agents CNRS. Parfois, quand même, on se rend compte que l'intitulé est assez loin de la réalité des métiers, des compétences, des professions qui sont désormais exercées par ces fonctions de support à la recherche. Alors, j'ai fini. Je passe rapidement aux informations pratiques et au déroulé de la journée, donc, qui est conçu comme un dialogue entre chercheurs, producteurs et ceux qui les accompagnent, spécialistes des données et archivistes. C'est fondamental, je le répète, l'accompagnement doit être co-construit au plus près des besoins de la recherche, du terrain, selon une démarche que les projets européens nous ont appris à dénommer bottom-up. Nous avons besoin de spécialistes qui soient des médiateurs, des passeurs entre les chercheurs et les infrastructures nationales. Donc, cette journée est aussi conçue comme un échange entre les intervenants et la salle. Chaque présentation sera donc d'une vingtaine de minutes, suivie de 10 minutes de questions-discussions. Donc, je vous invite vivement à vous saisir. Et je termine comme il se doit et comme d'usage par des remerciements. Donc, des remerciements à la MSH Lyon-Saint-Étienne
qui accueille cette manifestation et en assure la captation, aux intervenants, bien sûr, archivistes et chercheurs qui ont accepté de venir partager leurs expériences, leurs points de vue et nourrir les échanges, à l'Association des archivistes français, en particulier à sa section Aurore, à Laure Bézard, enfin, qui a porté et organisé cette journée pour la Maison de l'Orient et de la Méditerranée. Alors, Laure est archiviste à la MOM. Elle contribue à faire reconnaître, conserver et valoriser les archives de notre fédération de recherche. On a de la chance. La Maison de l'Orient est une institution de recherche qui a la chance de bénéficier d'un service d'archives. Nous avons la chance de bénéficier d'une archiviste qui, avec d'autres spécialistes des données, chargés des ressources documentaires, je pense à la bibliothèque, accompagne les chercheurs dans la collecte, le traitement, la diffusion, la valorisation et la conservation de leurs données de la recherche. On n'est finalement pas si nombreux à bénéficier de ces compétences-là et j'ai bien conscience de cette chance. Donc, je vous remercie enfin, toutes et tous qui êtes ici et là-bas par Zoom. Et je vous souhaite la bienvenue à cette journée d'études que je souhaite riche et fructueuse. Merci.